Avant de commencer, je vous rappelle que nous sommes désormais une association, les héros de la connaissance, et que nous avons choisi pour nous financer d'appeler aux dons. Ainsi, vous préservez notre indépendance et vous nous permettez de financer nos propres contenus sans dépendre de sponsors extérieurs. Alors pour faire un don à l'association, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien en description et en plus, en fonction du montant de votre don, vous recevez gratuitement un abonnement à la plateforme de vidéos que nous allons lancer et qui sera dédié à des contenus uniquement de connaissances. Donc faites d'une pierre deux coups, soutenez-nous et recevez un abonnement. Pour cela, c'est très simple. Faites un don à l'association Les Héros de la Connaissance. Michel Audifren, bonjour. Vous intervenez aujourd'hui pour partager vos connaissances et travaux de recherche sur le thème de la motivation, de l'entraînement à l'autocontrôle, de la créativité. On parlera peut-être aussi du monde de la recherche et pourquoi pas de la place des sciences humaines dans la société. Mais alors avant de parler de tout ça, est-ce que vous pourriez nous décrire dans les grandes lignes votre parcours académique et vous présenter ? Oui, donc en fait, j'ai démarré mon parcours universitaire à l'université de Nice, qui a eu plusieurs noms, Sophia Antipolis, aujourd'hui je crois que c'est l'université Côte d'Azur. Donc j'ai fait à cette époque des études en STAPS, donc Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, où j'ai fait ma licence et ma maîtrise. C'était dans des locaux qui s'appelaient Valrose à Nice. Puis ensuite, comme il n'était pas possible de continuer en DEA à l'époque, qui est l'équivalent du Master 2 aujourd'hui, j'étais obligé d'aller à Marseille, donc à l'université d'Aix-Marseille 2, comme elle s'appelait à l'époque, puisqu'aujourd'hui c'est l'université, c'est Aix-Marseille Université, elle s'appelle maintenant, et donc là qui est basée sur Lumini. Et toujours pour continuer en STAPS, mais en DEA STAPS. Et par contre, j'ai fait toute ma recherche du DEA dans un laboratoire CNRS de Marseille, qui était le laboratoire de neurosciences cognitives, qui était dirigé à l'époque par Jean Requin. Donc je baigne dans les neurosciences cognitives depuis cette époque-là, et pour moi le mariage des neurosciences et de la cognition, c'est quelque chose de très très important, parce que c'est deux disciplines, les neurosciences et la psychologie cognitive, différentes. Et donc dès mon DEA, j'étais amené justement à mettre en interaction ces deux disciplines. Ok, et à ce moment-là, votre sujet c'était quoi ? Alors, à ce moment-là, quand j'étais en thèse, donc là, je m'intéressais au processus de préparation à l'action. C'est-à-dire que dans une tâche de temps de réaction, avant de réagir à un stimulus, on met en place des processus de préparation qui vont faire qu'on est plus rapide lorsqu'on a à répondre. Je vous donne un exemple. Si je vous donne un signal préparatoire qui vous dit attention, dans quelques millisecondes, vous allez avoir à réaliser une action qui peut être soit ceci, soit cela, mais il y a 80% de chances que ce soit cela. Donc ça veut dire que, comme je sais qu'il y a 80% de chances que ce soit une réponse particulière, je vais mettre en place des choses à l'avance, je vais me préparer à l'avance, et en fait, lorsque le signal de réaction arrive, je suis beaucoup plus rapide dans ma réponse. C'est un petit peu, on va dire, dans les sports d'opposition. Si par exemple comme des sports de combat par exemple ou des sports de raquette, si votre adversaire vous donne des indices sur ce qu'il va faire, ben, au moment où il va déclencher son action, on va être en fait beaucoup plus réactif pour répondre justement à l'action qu'il a réalisée. Donc en fait, on se base sur des indices préparatoires qui vont faire qu'on va être beaucoup plus rapide dans nos réponses. Des indices qui ne sont pas forcément conscients. Qui sont pas forcément conscients, c'est-à-dire on aura peut-être du mal à les verbaliser, à dire j'ai porté mon regard là-dessus, etc. C'est pas si évident que ça en effet. Ok, alors à la suite de ça, vous avez poursuivi votre parcours. Oui, donc après ma thèse, en fait j'ai fait un post-doctorat à l'université Laval à Québec, au Canada. Là, j'étais dans un laboratoire qui était dirigé par Michel Fleury. Donc là, j'ai réalisé plutôt des travaux sur le contrôle du mouvement,
avec des contrôles balistiques et contrôles en ligne, avec des ajustements visuels à l'approche de la cible. Puis en 92, juste après donc ce post-doctorat, j'ai obtenu un poste de maître de conférence à l'université de Poitiers. J'avais été recruté à l'époque par un professeur qui s'appelait Hubert Ripoll, qui était très connu dans le domaine des sciences du sport. Et donc j'ai intégré son laboratoire, qui était un laboratoire STAPS, sciences du sport. Et puis quelques années après, notre laboratoire a rejoint le CERCA, qui est donc le laboratoire dans lequel je suis à l'heure actuelle, qui s'appelle donc Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, et où je mène à l'heure actuelle encore mes travaux. Ok, donc alors, STAPS, sciences cognitives, etc. Au croisement de tout ça, l'un de vos thèmes de recherche principal aujourd'hui, c'est l'autocontrôle. Et on pourrait rapprocher de ça de la détermination, la volonté, la persévérance, toutes ces notions qui sont utilisées un peu à tort et à travers dans le développement personnel, le sport, etc. et qui sont en fin de compte un peu floues. Donc vous abordez ces notions, mais avec une approche beaucoup plus rigoureuse et scientifique, et ça tombe bien, ça va nous permettre d'y apporter un peu d'ordre. Alors, je vais vous demander en quelques mots de résumer ce qu'est l'autocontrôle de votre point de vue de neuroscientifique. D'accord. Alors l'autocontrôle, c'est un concept en effet qui peut avoir plusieurs définitions. Une définition plutôt restrictive et une définition plus large. Donc au sens très restrictif, l'autocontrôle, se contrôler, hein, on pourrait rapprocher ça aussi de la maîtrise de soi. Donc il y en a d'ailleurs qui appellent ça le contrôle de soi plutôt que autocontrôle, ce qui est exactement l'équivalent. Donc c'est la capacité à contrôler ses émotions, ses pulsions, ses pensées, ses actions, et c'est très fortement en relation avec d'autres fonctions supérieures chez l'homme, qui sont les fonctions exécutives. Et dans les fonctions exécutives, il y a une fonction, puisque les fonctions exécutives, c'est vraiment un parapluie de plusieurs fonctions cognitives supérieures. Et parmi ces fonctions, il y a ce qu'on appelle l'inhibition contrôlée. Et en fait, se contrôler, c'est en fait inhiber. C'est-à-dire que quand je me contrôle, j'inhibe des choses. Et donc, on peut inhiber en effet des pensées, c'est-à-dire si j'ai par exemple des pensées négatives qui reviennent souvent dans mon esprit, eh bien, l'autocontrôle va permettre justement de chasser ces pensées, de les réprimer, et de manière à ce qu'elles n'envahissent pas en permanence mon esprit. De la même façon, contrôler ses pulsions, ça va être, pour les gens qui aiment bien grignoter, s'empêcher de manger un petit gâteau si je veux pas prendre de poids, s'empêcher de fumer si j'ai envie d'arrêter de fumer, etc. Donc ça, c'est le contrôle, on va dire, des pulsions, et c'est aussi le contrôle des actions, c'est-à-dire, par exemple, justement dans le domaine du sport, le fait de pouvoir, par exemple, si l'adversaire me fait une feinte, d'inhiber la réaction que pourrait susciter cette feinte pour pouvoir réagir plus rapidement à sa vraie action qui va suivre la feinte, et ainsi de suite. Hein. Donc ça, c'est, on va dire, l'autocontrôle au sens le plus strict, c'est-à-dire inhiber une action, une pensée, une pulsion, une émotion aussi. Puisque l'autocontrôle, c'est aussi contrôler ses émotions, c'est-à-dire peut-être dissimuler des émotions sur son visage pour pas qu'on ne voit qu'on a honte ou qu'on a peur ou qu'on est joyeux, pourquoi pas. Hein. Donc inhiber ses émotions, ça fait partie aussi de l'autocontrôle. Ok, donc l'autocontrôle, qui est un terme qui peut avoir l'air un peu restrictif, en réalité, c'est ce qui permet de mettre en quarantaine des désirs, des distractions, des pulsions qui sont imposées de l'extérieur, d'une certaine manière. Et donc, une fois qu'on a mis ça en quarantaine, ça nous laisse le champ libre pour nous mettre au service de buts que, pour le coup, on a personnellement choisis, qui relèvent généralement d'un plus haut niveau dans notre hiérarchie des valeurs. D'une certaine manière, plus on dispose d'autocontrôle, plus on est libre. Est-ce qu'on peut résumer les choses ainsi ? C'est pas si évident que ça. Oui. Parce que, en fait, on vit dans une société qui a des règles. Et justement,
l'autocontrôle nous permet de respecter ces règles. Or, plus il y a de règles, est-ce qu'on peut pas dire que plus il y a de règles, moins on est libre? Et donc, celui qui vit dans la nature sans aucune règle, il a beaucoup plus... Alors, il se fixe certainement lui-même des règles, mais il n'a pas des règles qui lui sont imposées par la société dans laquelle il vit. Donc, quand je vais à table, je dois me tenir d'une certaine manière. Quand je vais dans certains cercles sociaux, je dois me tenir d'une certaine manière. Je vous prends un exemple qui a fait couler beaucoup d'encre à une époque. C'est que les Chinois, par exemple, ont l'habitude de cracher partout. C'est-à-dire que vous allez dans un restaurant universitaire, vous allez voir des étudiants chinois qui vont cracher par terre dans le restaurant. Chez nous, c'est pas possible. C'est impossible. C'est-à-dire qu'on a appris, c'est une règle tacite, on a appris à réprimer le fait de cracher n'importe où, etc. Bon, mais pour eux, voilà, c'est dans leur société, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, qui pose aucun problème. Et d'ailleurs, les offices de tourisme chinois parce que les Chinois, quand ils allaient à l'étranger, ben, ils se comportaient de la même façon, et ça faisait de gros problèmes. Donc justement, il y a eu toute une campagne en Chine pour habituer les Chinois qui partaient à l'étranger de contrôler ce comportement. Est-ce que... Alors, je vais pas dire que c'est une atteinte à leur liberté, mais d'une certaine manière, là, on les a contraints, c'est-à-dire qu'ils avaient un comportement qui pouvait s'exprimer naturellement, et qui, par des règles sociales, les a obligés à contraindre, et s'empêcher de cracher, c'est se contrôler. Donc, les règles sociales nous apprennent, d'une certaine manière, à nous autocontrôler, et je vous avoue que, c'est ce que je raconte aussi à mes étudiants, si j'avais à refaire l'éducation de mes enfants aujourd'hui, je les éduquerais tout à fait différemment. C'est-à-dire que j'étais un papa assez pour la liberté, et donc je laissais mes enfants vraiment un peu trop faire ce qu'ils voulaient, je pense. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte, après avoir justement étudié sous toutes ces théories de l'autocontrôle, l'importance de l'expérience, de la frustration, de l'expérience du respect des règles, parce qu'on développe son autocontrôle, justement. Donc, se respecter des règles, etc., c'est apprendre à s'autocontrôler, à inhiber certains comportements, etc. Donc, les règles sont intéressantes sur ce plan-là, mais la contrepartie, c'est qu'elles atteignent aussi nos libertés. Donc, il faut trouver un bon équilibre, là aussi dans l'éducation des enfants, c'est-à-dire leur laisser suffisamment de liberté, mais aussi les contraindre à respecter un certain nombre de règles. Effectivement, l'autocontrôle a une certaine importance lorsqu'on vit en société, et c'est donc important d'expliquer pourquoi il fait défaut quand il fait défaut. Pourquoi, si je tiens à ma santé, par exemple, je vais manger une friandise qui est juste là. Pourquoi, si j'ai pour but d'avoir tel métier qui me passionne, je ne vais pas réussir à travailler suffisamment. Et alors, lorsqu'on vous lit, on comprend que classiquement dans la littérature, il y aurait deux modèles concurrents pour essayer d'expliquer ça. Le modèle de la ressource d'un côté et le modèle de la balance coût-bénéfice de l'autre. Est-ce que vous pourriez nous les décrire rapidement? Oui, globalement, donc il y a certains moments en effet où l'autocontrôle va, on appelle ça en anglais self-control failure, c'est-à-dire il y a un échec de l'autocontrôle et on s'est posé la question pourquoi dans certains cas, eh bien je suis en échec d'autocontrôle. Ces échecs d'autocontrôle, aujourd'hui, on les explique beaucoup par une autre notion qui est la fatigue mentale ou la fatigue cognitive. C'est-à-dire que quand on sollicite ces processus d'autocontrôle un temps relativement long, eh bien c'est plus difficile de maintenir cet autocontrôle et de le solliciter. Dans ces modèles, justement, sur la fatigue cognitive, la fatigue mentale, et donc ce qu'on appelle l'ego depletion, c'est-à-dire l'épuisement de l'ego, qui est, on va dire, justement, lorsque cet autocontrôle est en échec, eh bien, il y a les modèles, alors, en ressources,
Mais ces modèles, aujourd'hui, ils sont un petit peu à bout de souffle. C'est-à-dire que ces modèles, ils considéraient qu'on avait une ressource qui s'épuisait au fur et à mesure qu'on utilisait ces processus d'autocontrôle. Mais cette métaphore du réservoir qui se vide, en fait, elle est pas tout à fait juste. Et aujourd'hui, moi, je proposerais de passer sur une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire non pas un réservoir qui se vide, mais une capacité qu'il est plus difficile à mobiliser. Je vous donne un exemple. Et c'est ce que faisait aussi Roy Baumeister, qui est à l'origine de cette théorie de l'épuisement de l'autocontrôle. Oui, avec qui vous avez coécrit récemment un article, je crois. Plusieurs articles, un sur le modèle justement du contrôle par l'effort et l'autre sur justement l'entraînement Voilà. on va dire de la volonté, hein, Voilà, willpower, comme on... C'est ça, et donc on parlera juste après. Voilà, exactement. Et donc ce modèle, donc qui est à l'origine, hein, qui est intéressant, il prenait lui la métaphore du muscle. C'est-à-dire que quand je fais un effort physique, hein, un exercice physique, et que je vais avoir à produire de la force, donc imaginez, je dois produire une force, qu'est-ce que c'est que la fatigue physique et la fatigue musculaire? C'est la diminution de la capacité à produire cette force. C'est-à-dire que si je fais des pompes ou si je fais des soulevés de poids, etc., ma capacité à produire cette force, elle va s'amenuiser progressivement, mais non pas parce que j'ai une ressource qui s'épuise dans mes muscles. Pas du tout. C'est parce que il y a des métabolites qui sont fabriqués pendant que je fais de l'exercice et qui vont rendre la contraction musculaire plus difficile, ce qui va participer à cette fatigue musculaire. Eh bien, sur le plan cérébral, ce serait la même chose. C'est-à-dire qu'il y aurait des métabolites qui seraient fabriqués lorsqu'on produit beaucoup d'efforts mentaux. Cette métabolite, ce serait l'adénosine. Elle viendrait se fixer sur des récepteurs membranaires et elle viendrait, je dirais, amenuiser non plus notre capacité à produire une force, mais notre capacité à produire un effort mental, c'est-à-dire à se concentrer sur une tâche, puisque je reprends les travaux de Kahneman, hein, qui est un prix Nobel, qui comparait l'effort à l'attention volontaire. C'est-à-dire, faire un effort mental, c'est porter attention volontairement sur quelque chose, c'est se concentrer sur quelque chose. Tout ça, ce sont des synonymes. Ok, alors pour les gens qui nous écoutent en essayant d'un peu aller dans le détail sur cette question qui est assez intéressante, donc lorsqu'on a une diminution de la capacité à engager de l'autocontrôle, c'est pas tant qu'il y a la réduction d'une ressource qu'une accumulation d'une certaine molécule qui vient interférer la connectivité de certains réseaux cérébraux qui sont engagés dans la capacité à mettre en place de l'autocontrôle. Exactement, exactement. Donc ça, c'est une théorie qui est très en vogue à l'heure actuelle. Et en fait, la fatigue, si on réfléchit bien, fatigue mentale, c'est un mécanisme de régulation. C'est-à-dire que quand je dépense beaucoup d'énergie avec mon cerveau, en gros, j'ai un mécanisme de régulation qui me dit calm down, hein, c'est-à-dire calme-toi, tu es en train de dépenser beaucoup d'énergie. Donc c'est un mécanisme de régulation qui a tendance, je dirais, à réduire un peu la dépense qui est très importante. Donc un mécanisme un peu de protection, puisque l'énergie est en ce moment en plus on le vit, l'énergie est rare, donc cette énergie il faut la préserver, et donc ce mécanisme serait un mécanisme de régulation qui serait en place dans notre cerveau et qui nous permettrait d'économiser donc du glucose cérébral. Ok, donc effectivement, on en arrive à cette idée que c'est quelque chose qui est adaptatif. Tout à fait. Pour autant, même si c'est de plus en plus difficile d'engager de l'effort, je peux continuer de le faire. Donc ça n'est qu'un coût supplémentaire dans la balance coût-bénéfice qui va m'amener à engager de l'effort. Tout à fait. C'est là qu'intervient le deuxième modèle de la balance coût-bénéfice. Tout à fait. Alors après, donc on a d'autres modèles qui considèrent que la fatigue, c'est pas une baisse de capacité, c'est un problème motivationnel.
C'est-à-dire que c'est pas que je peux plus, c'est que je veux plus. Et à ce moment, à mon avis, c'est les deux. C'est-à-dire que les deux mécanismes sont mis en jeu dans la fatigue. Oui, c'est l'objet de votre article. Voilà, exactement. Et donc, en fait, dans le je veux plus, pourquoi je veux plus? Ben parce que justement, on ferait un rapport entre les coûts et les bénéfices. Et lorsque les coûts seraient supérieurs aux bénéfices, ben j'investis moins d'efforts ou j'arrête d'investir tout simplement de l'effort. Hein. Donc, soit je diminue, soit j'arrête totalement la tâche. Alors, il y a plusieurs formes de coûts, je crois, que vous énumérez dans votre article. Oui. Sur la question, vous pourriez nous en parler un peu? Oui, donc en fait, par exemple, quand je fais une activité physique, j'ai un coût énergétique. C'est-à-dire que pour faire cette activité physique, je vais dépenser de l'énergie. Et donc, il y a, on va dire, tout un tas de réseaux, notamment l'aire supplémentaire motrice, qui, d'une certaine manière, calculerait ces coûts et enverrait ces informations de coûts à d'autres structures. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le coût computationnel ou le coût cognitif, c'est-à-dire quelle est la complexité des opérations mentales que j'ai à faire. Par exemple, faire certaines opérations qui demandent des processus de haut niveau avec des fonctions exécutives, ça va demander beaucoup plus de coûts que quelque chose qui va être automatisé. Donc, quel est le coût cognitif de cette activité? Plus le coût cognitif va être élevé, plus ça va me demander d'efforts mentaux et peut-être plus je vais être réticent à faire cette tâche si le coût devient trop élevé par rapport aux bénéfices qui sont associés à l'atteinte du but. Hein, puisqu'il y a un but à atteindre et relativement à l'atteinte de ce but, il y a des bénéfices qui sont associés à cette atteinte du but et il y a des coûts. Et moi, je mets tout en balance. Il y a aussi ce qu'on appelle le coût d'opportunité, qui ont été développés par donc Kurzban en 2013. Alors, le coût d'opportunité, il considère que si mon attention et mes fonctions exécutives sont engagées dans une tâche, ça veut dire que je peux pas l'engager dans une autre tâche. Donc, ça veut dire que quelque part, je me prive d'une autre opportunité. Et donc, si on me met un téléphone portable et que j'aime bien pianoter sur mon téléphone portable, et qu'on me demande de faire une tâche qui, on va dire, va me demander beaucoup plus d'effort mental et que j'ai peut-être beaucoup moins envie de faire, comme j'ai très très envie de jouer avec mon portable, le coût d'opportunité, il est très élevé, parce que j'ai plus envie d'aller jouer avec mon portable que d'aller faire la tâche qu'on me demande de faire, surtout si c'est par exemple le ménage à la maison, la vaisselle ou quelque chose comme ça. Et après, il y a ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire que je vais décaler ce qui me demande beaucoup d'efforts pour faire quelque chose de plus plaisant, qui me demande moins d'efforts. Voilà, donc déjà, le fait d'énumérer ces coûts, c'est autant de leviers pour les gens qui nous écoutent, hein, autant de leviers pour faciliter l'engagement dans une tâche. Je pense notamment au coût d'opportunité. Il faut que la personne soit au clair sur ce qu'elle veut faire et qu'elle élimine toutes les options dans sa tête avant de s'y mettre. Tout à fait. Et peut-être pas se tenter avec des choses parasites qui pourraient justement nuire à sa concentration si elle a un but à atteindre dans l'immédiat. L'exemple du portable est un très bon exemple. Alors, avec ce modèle que vous proposez, qui intègre en fin de compte les deux modèles dont on a parlé, donc ressources et balance coût-bénéfice, vous proposez quelque chose qui dispose déjà de nombreuses données, qui est rigoureusement étayé, et qui nous décrit de manière assez fine ce qui est en place lorsqu'on engage de l'autocontrôle. Et en fin de compte, qu'est-ce que ça permet? Ça nous permet de connaître les leviers dont on dispose pour essayer de l'améliorer. Si je résume, on a réduction des coûts, on peut aussi valoriser les bénéfices, et aussi la particularité qui est assez innovante, c'est améliorer la connectivité des réseaux qui sont impliqués, des réseaux cérébraux qui sont impliqués dans l'autocontrôle. Tout à fait, tout à fait. Ok, c'est justement l'enjeu de l'article qui a suivi celui-ci, Training Willpower, dans lequel vous faites un travail sur, je crois, 63 méta-analyses. On rappelle qu'une méta-analyse, c'est un travail de recherche sur plusieurs études qui traitent d'un même thème pour savoir ce qu'il en ressort. Vous faites ce même travail, mais sur des méta-analyses, et donc on dégage quelque chose qui est extrêmement précieux, des résultats qui sont extrêmement fiables. Et donc de ces résultats, qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qui est quelles sont les pratiques les plus fiables pour essayer d'améliorer son autocontrôle?
Alors, parmi... donc là, on est sur l'entraînement de la volonté. La volonté, on pourrait la définir comme la capacité à maintenir un effort mental, donc une concentration, dans des situations difficiles. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre un marathonien ou un ultramarathonien avec, je dirais, peut-être des conditions environnementales difficiles, il fait chaud, j'ai mal, et donc, malgré la douleur, malgré la chaleur, je continue à investir de l'effort pour aller au bout de ma performance. Donc, cette volonté, c'est justement cette capacité à rester engagé dans la tâche et à continuer à engager cet effort, qu'il soit mental ou physique. Et donc, la question était, est-ce que justement cette capacité, cette volonté, elle peut se développer par l'entraînement? Donc, il semblerait que oui. Et maintenant, il y a, avec l'entraînement, plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est un problème de transfert. C'est-à-dire que si je m'entraîne à faire certaines tâches, est-ce que les bénéfices que j'ai acquis en faisant ces tâches ou ces exercices, je vais pouvoir le transférer dans d'autres domaines de la vie, dans d'autres tâches et dans d'autres exercices? Et là, on s'aperçoit que, par exemple, l'entraînement cognitif, s'il est trop ciblé sur des tâches, alors je me rappelle plus, je veux pas faire de publicité, mais on va dire, il y a certaines tablettes sur lesquelles on peut s'entraîner, etc., qui sont trop spécifiques. C'est-à-dire que là, je vais développer, je vais m'entraîner, je vais progresser, il y a un réel apprentissage, mais ce gain que j'ai acquis, il n'est pas transférable ou très peu transférable à d'autres tâches, à d'autres exercices, à d'autres situations de la vie, je dirais, courante. Donc, c'est pas les meilleurs exercices pour entraîner la volonté, c'est-à-dire à rester... Donc, on va s'entraîner à rester très concentré sur ce type de tâches, mais dès qu'on va passer à d'autres tâches, ce gain, il va se perdre. Par contre, il semblerait qu'il y a, on va dire, deux types de pratiques, je dirais, qui peut-être qu'il faudrait combiner, développer, etc. Et voire même, je vais en proposer même une troisième. La première, c'est la méditation. Toutes les techniques de ce qu'on appelle mindfulness, etc. Donc, ou techniques de pleine conscience. Donc, qui semblerait être très très intéressante pour développer cette volonté. Et puis, tout ce qui va être exercice physique, avec exercices d'endurance, exercices de renforcement musculaire, qui sont aussi intéressantes, puisqu'elles vont solliciter l'effort, et la méditation va solliciter le contrôle, et donc ces activités sont très intéressantes. Là où c'est intéressant, c'est qu'elles vont être beaucoup plus diversifiées que des exercices cognitifs qui sont un peu toujours dans les mêmes conditions. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il va falloir mettre l'individu dans des situations variées, c'est-à-dire solliciter ses capacités d'investissement en effort mental dans des situations très très variées de méditation, d'exercice physique, etc. Et c'est en le mettant dans toutes ces situations très variées qu'on va rendre cette capacité beaucoup plus facilement transférable. Si je reste toujours dans les mêmes conditions, peu de transfert. Si je varie beaucoup les conditions dans lesquelles je travaille, beaucoup plus de transfert. D'accord ? Et on peut se demander, est-ce qu'il pourrait être intéressant de combiner, je dirais, l'entraînement physique avec de l'entraînement cognitif ? Ce qui pourrait peut-être... Donc là, il y a encore des choses à tester. Tout n'a pas été testé. Il y a des programmes qui se développent à l'heure actuelle qui combinent les deux. On n'a pas encore montré la supériorité de ces programmes, mais on n'en est qu'au balbutiement, donc il faut encore voir. Et on verra tout à l'heure c'est quoi la raison théorique qui fait qu'éventuellement le sport pourrait potentialiser ces exercices-là. Moi, quand j'ai vu ce travail de recherche lorsqu'il est sorti, j'étais extrêmement enthousiaste. J'ai beaucoup communiqué dessus autour de moi. Et on m'a fait des retours. On m'a dit, c'est très intéressant, c'est très convaincant, mais malheureusement, au cours d'une semaine, on n'arrive pas à mettre en place plusieurs séances de mindfulness, plusieurs séances d'exercice physique. Et donc, faute de temps, s'il fallait en prioriser un, ce serait lequel, par exemple? Alors, pour différentes raisons, je dirais... Alors, là, ça se discute, hein. Mais pour différentes raisons, je dirais que l'entraînement physique.
Pourquoi? Parce qu'il a en fait des bénéfices multiples. C'est-à-dire que, bon là je prends une autre casquette, puisque pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé sur une autre thématique qui était les effets bénéfiques de l'exercice sur la santé cognitive et cérébrale. Et en fait, donc l'exercice physique, il a des bénéfices sur la santé en général, santé cardiovasculaire, diminution des risques de certaines maladies, etc. Et en plus, il a un effet bénéfique sur la santé cérébrale et cognitive. Donc, il a un effet, je dirais, très global qui est... Alors, je pourrais discuter avec les gens qui font de la méditation, etc. Mais bon, je privilégierais, quant à moi, je pourrais avoir un débat qui serait très très intéressant avec des peut-être des gens qui sont qui favoriseraient plutôt la méditation. Hein. Mais j'ai assisté un jour à une conférence d'un médecin qui nous expliquait que l'homme s'était sédentarisé, mais qu'il avait un organisme qui était fait pour faire de l'activité physique. Et que donc, si on ne faisait pas régulièrement de l'activité physique, on tombait dans des dysfonctionnements. Donc, ça veut dire que pratiquer régulièrement une activité physique, c'est un comportement de santé qui est nécessaire pour notre organisme. Et donc, ne pas en faire, c'est en fait mettre son organisme en dysfonctionnement. Parce que quand on pratique de l'exercice, on libère tout un tas de molécules, je dirais, qui vont, par exemple, réduire l'inflammation des tissus au niveau cérébral, libérer des facteurs neurotrophiques qui vont stimuler la plasticité cérébrale, etc. Ça a plein de bénéfices. Ces bénéfices, même si on a d'autres bénéfices dans la méditation, et je suis un partisan de la méditation, mais néanmoins, on n'a pas ces bénéfices-là. Et donc, je privilégierais, si on avait à choisir, quand même l'exercice. Alors ça c'est très intéressant, c'est une réponse qui est franche. Si je me mets à la place des gens qui nous écoutent, comment le pratiquer à ce moment-là pour avoir un bénéfice optimal pour l'autocontrôle, puisque c'est le sujet dont on parle aujourd'hui? Alors, il y a, on se rejoint, hein. Donc il y a, si vous voulez, des études qui montrent que les programmes qui combinent l'activité aérobie, c'est-à-dire courir, marcher à une vitesse assez soutenue, c'est-à-dire entre, on va dire, 4,5 km/h et 5-6 km/h, donc c'est quand même une marche rapide, ou faire du jogging, ou faire du vélo, ou nager sur des allers-retours en piscine ou dans la mer. Cette activité aérobie combinée à des exercices de renforcement musculaire, eh bien, il y a des études qui tendent à montrer que ça réduit le vieillissement cognitif, c'est-à-dire ça atténue, ça ralentit le processus de vieillissement cognitif. Donc, ça veut dire que, et notamment, l'inhibition contrôlée dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est, d'une certaine manière, l'autocontrôle. Donc, ben oui, pratiquer ce type d'activité physique, c'est, semble-t-il, bon pour l'autocontrôle. Et il y a d'autres études aujourd'hui qui montrent que plus j'ai des capacités d'autocontrôle développées, plus c'est facile d'adhérer. Pourquoi? Ben parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé, c'est plus facile de respecter des règles, des programmes, et donc, du coup, d'adhérer à des programmes d'activité physique quand j'ai des... Donc c'est un cercle vertueux en fait. C'est-à-dire que quand je rentre dans un cercle vertueux, il est important d'y rester, de le maintenir, parce que si je prends l'inverse, comme par exemple les gens qui ont une lombalgie chronique et qui vont avoir une kinésiophobie, c'est-à-dire une peur du mouvement, ils vont rentrer dans un cercle vicieux de déconditionnement physique, mais aussi d'une certaine manière cognitif et cérébrale, puisqu'ils vont avoir des changements au niveau musculaire, mais ils vont avoir aussi des changements au niveau cérébral, avec cette sédentarité accrue due au manque d'exercice. Et donc, ils vont rentrer dans le cercle vicieux, dans le sens où ça va devenir de plus en plus difficile de faire de l'exercice. Ok, bon alors à ce moment-là, il faut vraiment plus hésiter à s'y mettre. Mais pour revenir sur le plan théorique, Oui. Pour quelles raisons est-ce que le sport, ça améliorerait l'autocontrôle? Pour que les gens comprennent vraiment ce qu'il y a derrière. Alors,
Donc, on a parlé tout à l'heure des facultés d'autocontrôle. Ces facultés d'autocontrôle, elles sont sous-tendues par des réseaux neuronaux qui sont le réseau central exécutif qui est situé dans le cortex frontal, préfrontal, et le réseau de la science également, qui est un autre réseau important qui est aussi au niveau préfrontal. Et il y a des études qui montrent que lorsque je pratique régulièrement une activité physique, eh bien, je vais stimuler ces régions cérébrales et je vais développer la connectivité au sein de ces régions cérébrales. Voire même, il y a des études qui montrent que le volume de matière grise à l'intérieur de ces réseaux va augmenter. Également, il y a une autre région qui est impliquée dans la mémoire épisodique, qui est l'hippocampe, où il y a aussi des phénomènes de neurogénèse qui sont stimulés par l'exercice physique, alors de façon plus réduite chez l'homme que chez d'autres espèces d'animaux, mais ça existe. Et donc, cet exercice physique, il va donc stimuler la neurogénèse au niveau de l'hippocampe, donc la naissance de nouveaux neurones, et il va aussi stimuler, on va dire, le développement de la connectivité, donc les dendrites, les synapses, etc., au niveau préfrontal. Voire même, parfois, même la circulation, parce qu'il y a des phénomènes d'angiogénèse, c'est-à-dire une meilleure capillarisation des tissus. Donc ça veut dire plus d'oxygène et de glucose qui arrivent dans les tissus neuronaux. Ok, donc pour boucler la boucle, dans votre article dans lequel vous décrivez ce qui est en jeu dans l'autocontrôle, on a vu qu'il y avait effectivement cette balance coût-bénéfice, mais en plus le fait que la connectivité était de plus en plus obstruée. Donc le sport, ça vient améliorer notre connectivité, donc nous rendre moins vulnérables à cette accumulation d'énosine dans les connexions en jeu. Alors, là, ça reste à explorer. C'est-à-dire que quel est l'effet de cet entraînement au niveau de l'adénosine? Ça reste à démontrer. On ne sait pas encore ce qui va se passer, justement. Quel effet peut-être une moins grande sensibilité à l'adénosine au niveau des récepteurs membranaires, etc. Il faut voir, c'est-à-dire qu'est-ce que va changer l'entraînement. Parce que là, on vient de finir une étude, par exemple, où on compare des sportifs qui font de l'endurance à des étudiants sédentaires de l'université, et on montre que les sportifs en endurance, donc là, qui ont un gros volume d'entraînement en endurance, ils résistent beaucoup mieux à la fatigue mentale et cognitive que des étudiants sédentaires. Donc ça veut dire que, alors ça peut être soit parce qu'ils se sont entraînés, soit pour des raisons génétiques, ça on ne sait pas, mais nous on fait l'hypothèse que c'est quand même l'entraînement qui a entraîné ces bénéfices, et pas des raisons génétiques. Mais néanmoins, donc, alors maintenant il faut savoir pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui va changer avec l'entraînement et qui fait qu'on est plus résistant à la fatigue et en lien avec l'adénosine. Alors, il y a aussi une autre hypothèse qui revient sur les rapports coût-bénéfice, puisque si je prends l'autre extrême, c'est-à-dire les dépressifs en général, si on prend le rapport coût-bénéfice, on pourrait se dire, donc je rappelle pour nos auditeurs, un dépressif, en fait, il est extrêmement réticent à faire des efforts, et y compris des efforts physiques. Il n'y arrive pas. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il n'y arrive pas? Est-ce que c'est parce qu'il a tendance à surestimer les coûts, ou parce qu'il a tendance, au contraire, à sous-estimer les bénéfices? Eh bien, spontanément, intuitivement, on aurait envie de penser qu'il surestime les coûts. Eh bien, en fait, dans la littérature, il y a de plus en plus d'études qui tendent à montrer que, ben non, ils n'ont pas tendance à surestimer les coûts, c'est qu'ils ont tendance, au contraire, mais pas consciemment, j'insiste bien, c'est quelque chose qui est pas conscient, mais c'est-à-dire que les choses n'ont pas de valeur. C'est un peu en relation aussi avec l'anédonie, qui est le fait de pas ressentir de plaisir. C'est-à-dire que pour que quelque chose ait beaucoup de valeur, mais il faut que ce soit exceptionnel, quoi. Donc les choses sont, d'une certaine manière,
aseptisés dans leur valence émotionnelle, plaisir et motivationnelle. Et donc ça veut dire que pour m'inciter à faire quelque chose, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc on pourrait se dire, est-ce que justement ces gens qui s'entraînent à des exercices, etc., ils changent pas d'une certaine manière le poids des coûts et des bénéfices, et notamment on sait que l'exercice libère de la dopamine. La dopamine, c'est les circuits de plaisir, de renforcement dans l'apprentissage, etc. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une valorisation de l'effort dans cette pratique de l'activité physique qui ferait que justement, ça devient plus facile de faire des efforts grâce à ces circuits un petit peu dopaminergiques qui seraient renforcés par la pratique régulière de l'activité physique. Très très bien, donc en résumant, potentiellement il y aurait cette amélioration de la connectivité, je dis bien potentiellement, mais également le fait de venir jouer consciemment sur la balance coût-bénéfice. Inconsciemment, oui, c'est des choses qui se feraient complètement inconsciemment, malgré nous. Très bien, donc il est valorisé, effectivement. Mais consciemment, est-ce qu'on pourrait pas aussi donner du sens à ce qu'on fait? Alors ça c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais ce dont je parle, c'est plutôt alors moi j'aime bien, j'ai un peu de neurophysio, mais on va dire quand il y a donc une synapse qui rentre en connexion donc avec un neurone, donc avec l'apprentissage, cette synapse, elle va se renforcer. Et on dit que le poids synaptique de la synapse, il va devenir plus important. Mais pour moi, je dirais, l'apprentissage, c'est justement, ou l'entraînement, ça va être des changements de poids synaptique. D'accord? Et donc, mais ça se fait complètement inconsciemment, ces changements de poids synaptique. Alors peut-être qu'après, moi, au niveau conscient, j'arrive quand même à conscientiser un certain nombre de choses, mais néanmoins, tout ce qui va se passer au niveau de ces réseaux coûts-bénéfices, ça va complètement échapper à ma conscience. Donc, avant de passer au prochain thème, ça veut dire que au niveau inconscient, dans la balance coût-bénéfice, le fait de faire du sport et d'en retirer le bien-être qu'on connaît à cause de tous ces éléments chimiques, ça vient renforcer les voies neuronales qui vont nous amener à valoriser l'effort. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Alors oui, alors là on a parlé, c'est vrai que c'est un tableau très complexe, puisque là on a parlé de la dopamine, mais il y a aussi d'autres neurotransmetteurs qui sont en jeu. Par exemple, quand je fais de l'exercice physique, il y a des endorphines, il y a des endocannabinoïdes qui me donnent ces sensations de plaisir qui sont associées à l'exercice. Comment ces neurotransmetteurs viennent moduler et participer à cet apprentissage, à cet entraînement et à la modification de cette circuiterie. Il y a des travaux qui sont menés, mais il y en a encore un grand chemin à faire là-dessus. Mais oui, on peut dire aujourd'hui que les endorphines, et surtout les endocannabinoïdes qu'on libère pendant l'exercice, sont associés à la sensation de plaisir, et comme on est beaucoup plus sensible au plaisir immédiat qu'au plaisir différé, ils jouent un rôle important dans la pratique de l'exercice. Et si j'ai un conseil à donner, c'est dans la pratique de l'exercice, si on veut adhérer, il faut se faire plaisir. C'est-à-dire que si le plaisir n'est pas dans la pratique, on va vite arrêter. Donc il faut que le plaisir soit une composante essentielle de la pratique si on veut la faire sur du long terme. Très très bien, donc je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on savait déjà sur cette question de l'autocontrôle et de ce qui reste à explorer. Maintenant j'aimerais vous emmener ailleurs avec un de vos sujets que vous avez déjà traité, qui fera peut-être l'objet de vos travaux futurs. Je veux parler de la créativité. Et alors la créativité, vous lui faites la part belle puisque vous écrivez dans un de vos travaux la chose suivante. Je vous cite. La créativité est à l'origine du développement des civilisations. Tout progrès ou innovation dépend de notre capacité à modifier les schémas de pensée déjà existants, à se positionner en décalage avec les idées dominantes du moment, à construire quelque chose de nouveau. Notre esprit créatif permet de surmonter des épreuves ou des problèmes fondamentaux en lien avec le bon fonctionnement de nos sociétés, la survie à long terme de notre espèce et plus largement de l'écosystème dans lequel nous vivons. L'étude des idées créatives, des facteurs qui peuvent faciliter leur émergence et de la façon dont elles sont générées par l'esprit et le cerveau humain peuvent permettre de rendre ce processus
encore plus performant dans le futur. Les retombées qui pourraient en découler pour notre société sont potentiellement énormes. Alors, est-ce que vous pensez que le développement de la créativité est un enjeu majeur dans notre société moderne? Oui, bien entendu, puisque je dirais si on en est là aujourd'hui, alors on subit aussi le revers de notre créativité sur le plan technologique. Hein, on en voit la couleur avec le réchauffement climatique, mais néanmoins, la créativité nous a permis de faire des avancées considérables dans la préservation de la santé, donc l'allongement de la durée de la vie, dans le confort qu'on peut justement proposer aux gens qui vivent dans la société, et même sur le plan nutritif, il y a eu aussi de gros progrès qui ont été faits. Donc oui, la créativité est importante pour l'avancement de la civilisation. Et elle le restera toujours dans de nombreux domaines, y compris la créativité culturelle et pas que la créativité technologique ou la créativité scientifique. Oui, c'est quelque chose qui nous stimule, c'est quelque chose qui nous donne du plaisir également, donc c'est quelque chose d'essentiel en effet. Ok. Et alors, est-ce qu'il y aurait des pistes de réflexion là-dessus, compte tenu de vos travaux que vous allez faire prochainement, je crois, avec des danseurs, il me semble? Alors ça c'est vraiment très vieux, hein, donc ça a été fait. On a fait des travaux avec des danseurs, etc. Donc c'était une de mes étudiantes de thèse qui travaillait là-dessus sur la créativité. Ça a été une période, on va dire, de mes travaux de recherche. Mais là aujourd'hui, je me concentre beaucoup plus sur ce dont on a parlé avant. C'est-à-dire justement l'autocontrôle, la fatigue mentale, c'est ça qui m'intéresse plus aujourd'hui. Mais c'est pas complètement déconnecté de ça, puisque qu'est-ce que c'est que cette créativité en fait? C'est-à-dire que là encore, et j'ai travaillé avec un de mes collègues, un collègue allemand, qui justement a développé un certain nombre de modèles lui aussi sur la créativité. Et il y a ce qu'on appelle une créativité contrôlée qui serait basée sur l'inhibition. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, parce que je le disais dans la définition tout à l'heure, c'est que quand on est dans un monde où il y a déjà beaucoup de choses qui ont été inventées, comme on dit, il faut pas réinventer le fil à couper le beurre. Donc ça veut dire que il faut que je prenne connaissance, y compris sur le plan artistique. Si je veux pas refaire ce qui a déjà été fait par d'autres, il faut que j'ai une culture de ce qui a déjà été fait. Mais donc la culture est un élément essentiel. Alors là aussi, on pourrait débattre avec des gens qui s'intéressent à la créativité, mais moi je pense que la culture, et par exemple, je pense que les grands musiciens, etc., ils ont une culture musicale très profonde. Et donc cette culture fournit un socle sur lequel ils vont pouvoir construire quelque chose de nouveau. Mais il y a la capacité à inhiber ce qui a déjà été fait d'une certaine manière. C'est-à-dire, j'ai des connaissances, mais si je veux créer quelque chose de nouveau, il faut que j'arrive quand même à inhiber des choses qui ont déjà été faites. Donc, mais ça, ce serait justement cette capacité de contrôle, justement de ses connaissances, etc., pour proposer quelque chose de nouveau. Et il y a aussi dans la créativité ce qu'on appelle l'insight, c'est-à-dire une créativité plus intuitive qui se ferait spontanément et pas du tout contrôlée justement, et qui viendrait voilà, elle est plus mystérieuse, cette créativité par l'insight est aussi très intéressante. Voilà, c'est un équilibre fin qui reste assez mystérieux. Toujours est-il que la développer, selon vos dires, c'est quelque chose qui est un enjeu majeur pour notre société. Et ça va nous permettre de passer au thème suivant, à savoir la place du chercheur en sciences humaines dans la société. Si je prends vos travaux, globalement, je découvre que votre thème, c'est la créativité.
l'entraînement à l'autocontrôle et le vieillissement réussi, dont on n'a pas trop parlé ici, mais qui fait partie de vos travaux. Et je crois constater que la ligne directrice de ça, au fond, c'est de fournir un maximum de potentiel aux individus tout au long de leur vie. Alors ma question c'est, comment est-ce que vous choisissez vos thèmes de vos recherches? Et la question sous-jacente à ça, c'est quel est le rôle du chercheur en sciences humaines? Est-ce qu'il doit être concerné par les répercussions de ses travaux dans la société? Alors, indépendamment de notre volonté, on est de plus en plus incité par nos instances à... Et je dirais même que la société fait pression sur nos politiques qui nous, d'une certaine manière, à leur tour, font pression sur nous pour que on ait des répercussions de plus en plus dans la société. C'est-à-dire, en gros, ne restez pas dans vos nuages et proposez-nous des applications concrètes dans la société. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, les chercheurs sont évalués dans leur travail, dans leur production, et aussi dans, je dirais, le retour qu'ils font vers la société. Et de plus en plus, dans nos dossiers d'évaluation, nous sommes évalués sur notre capacité de transfert. C'est-à-dire, quelle est notre capacité à transférer les connaissances qu'on a développées sur le plan scientifique vers la société. Alors c'est vrai que quand on est dans des sciences technologiques, c'est beaucoup plus facile. Sur le plan des sciences humaines, il y a des applications quand même qui sont, je dirais, assez faciles dans le domaine de l'éducation. C'est-à-dire que tout ce qu'on va développer sur le plan justement de la concentration, de la fatigue, il y a des transferts assez faciles dans le domaine de l'éducation, mais y compris dans le domaine du travail pour optimiser les performances des gens au travail s'ils ont des tâches qui leur demandent beaucoup de concentration, etc. Y compris chez les militaires, etc. Donc, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du travail et dans le domaine de la santé. Il y a également, puisque là on a beaucoup parlé de la fatigue aiguë, mais il y a la fatigue chronique, qui est donc on va dire une prédisposition durable à être plus sensible à la fatigue aiguë. En fait, c'est-à-dire je vais me fatiguer plus rapidement lorsqu'on me met dans des situations qui vont me demander de l'effort. Bon, il y a des répercussions dans le domaine de la santé, y compris tout ce qu'on a dit sur le vieillissement cognitif, pathologique ou non pathologique. Donc rien que dans ces trois domaines, éducation, travail et santé, les travaux en sciences humaines et notamment en psychologie cognitive, sociale, développementale ont des répercussions indéniables dans ces trois domaines de la vie. Ok, alors je sais que ça fait un moment que vous êtes dans le domaine de la recherche, que vous avez eu quelques postes à responsabilité qui étaient en lien avec justement la direction que prenait la recherche dans la société. Je vais me permettre une question un peu plus polémique, à savoir, est-ce que la direction que prend la recherche, du fait de cette pression de certaines instances, est-ce qu'elle ne tendrait pas à amener à faire des recherches sur la docilisation des individus, ou du moins, est-ce que c'est pas le risque? Alors, pour moi, le risque, c'est plutôt qu'on croule sous les charges administratives. Ouais. Parce que plus ça va, plus on a de charges administratives et moins on fait de recherche. Donc ça, pour moi, c'est une grosse menace sur la recherche française en particulier, parce qu'on est des spécialistes des charges administratives. Maintenant, je dirais sur le chercheur est relativement, justement, même s'il a, je pense, beaucoup d'autocontrôle, il est libre dans ses pensées. Et je dirais, quand on voit sur le plan français ou sur le plan international la diversité des thématiques qui sont abordées, les polémiques, donc quelque part les rivalités entre chercheurs sur un même objet, avec des points de vue différents, des affrontements, etc., sur des questions, le chercheur a quand même une très très grande liberté de recherche. Et on est quand même, que ce soit aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Europe, etc., on est quand même dans des pays où on a une liberté très très grande dans le type de recherche qu'on peut réaliser, etc.
Moi, je ne la ressens pas, cette menace, je dirais, Alors oui, il y a toujours un moule, il existe toujours ce moule, mais on peut s'en affranchir assez facilement, en fait. Donc, pour moi, c'est pas une menace majeure sur la recherche. Pas de problème majeur de ce côté-là. Non. Est-ce que vous verrez éventuellement quelque chose qui, dans la recherche, fait défaut et qui pourrait être optimisé? Ben, donc, justement, je pense particulièrement en France, on a besoin de simplifier la vie des chercheurs. Parce que honnêtement, c'est vraiment dommage qu'un chercheur passe son temps à faire des démarches administratives pour excusez-moi l'expression, des conneries. C'est une perte de temps et du temps qu'il pourrait consacrer à faire des manips, à écrire des papiers, etc. C'est dommage. On nous demande d'être performants et en même temps, on nous charge administrativement beaucoup plus. Et c'est pas efficace. Donc, je dirais, il faudrait optimiser. Oui, qu'on ait des charges administratives, ok, un petit peu, mais il faut absolument optimiser le système. Et là, depuis que j'ai commencé ma carrière de chercheur, cette tendance à l'administration et à l'augmentation des charges administratives ne fait qu'augmenter depuis 20 ans. Mais c'est pas que dans le domaine de la recherche, hein. Je peux vous rassurer, c'est dans d'autres domaines aussi. Et ça, on le dit souvent, hein, on va en crever quelque part. Hein. Comment voulez-vous qu'on soit compétitif avec d'autres pays si nous-mêmes, on n'arrive pas justement à optimiser ces charges administratives, qui sont beaucoup moins importantes dans d'autres pays? Bien, et ce sera ma dernière question. D'où vient cette charge administrative et comment est-ce quelles sont les démarches à faire pour la réduire? Ça, c'est une grande question. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a plusieurs présidents qui ont dit « Nous allons simplifier les démarches ». On les attend toujours, hein, les simplifications. Au contraire, on a plus tendance à se dire elles augmentent qu'elles diminuent. Hein. Je ne sais pas qui réfléchit au plus haut niveau sur ces démarches administratives. Mais alors, en plus, vous êtes aussi sans doute au courant de la tendance française au millefeuille, à l'accumulation. D'ailleurs, il y a des règles qui existent. Ah mais non, on va pas supprimer ce qui existe, on va garder ce qui existe, on va rajouter une couche. Et comme ça, c'est ce qu'on appelle le système du millefeuille. Donc, il y a toujours des couches qui se rajoutent. Donc, il y a une commission qui existe, on va pas la dissoudre, on va la laisser, puis on va rajouter une autre. Et donc, ça donne plus de travail, ça donne plus de réunions, ça donne plus de démarches, etc. Donc, on a du mal à supprimer l'ancien pour le remplacer par des choses peut-être un peu révolutionnaires, un peu nouvelles. Et oui, il faudrait une grosse réforme, une grosse réforme qui va peut-être, ça va peut-être être un peu douloureux au début, hein, parce que l'humain n'aime pas trop les gros changements, mais je pense qu'elle est nécessaire, parce que là, vraiment, on va pas dans le bon sens. Par rapport à d'autres pays, on va pas dans le bon sens. Bien, est-ce que vous voulez conclure avec un mot, peut-être ? Je pense qu'en effet, il est important de pratiquer régulièrement une activité physique pour sa santé cérébrale et cognitive et le plus longtemps possible jusqu'à la fin de sa vie. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Michel Audifrenne, merci pour cet entretien qui était passionnant. Et je vous remercie de m'avoir invité.